Isabelle, une serveuse de 24 ans, sert du vin dans le restaurant le plus exclusif de la ville. Elle porte les seules boucles d'oreilles qu'elle possède, un héritage de sa grand-mère. Quand Marguerite Dubois, la femme la plus riche de Paris, voit ses boucles d'oreilles, son monde s'effondre. Le verre de vin lui échappe des mains et se brise sur le sol. Ces boucles d'oreilles appartenaient à sa fille Camille, morte il y a 15 ans. Mais comment une inconnue peut-elle avoir les boucles d'oreilles de sa fille décédée? Ce qu'elles sont sur le point de découvrir changera leur de vie à jamais. Le restaurant L'Étoile d'Or se dressait au cœur de Paris comme un joyau caché, où l'élite de la ville se retrouvait chaque soir. L'air était chargé de parfums raffinés, foie gras de Périgord, champagne d'Homme Pérignon, et ce mélange incomparable de pouvoir et d'argent que seuls les lieux les plus exclusifs savent émaner. Des lustres en cristal de baccarat pendèrent du plafond comme des étoiles tombées, reflétant des lumières dorées sur les sols de marbre blanc veinés de gris. Isabelle Moreau, 24 ans, se déplaçait entre les tables avec cette grâce étudiée qu'elle avait apprise durant ses 5 années de service. Chacun de ses gestes était calculé, chaque pas silencieux sur les talons bas qui ne perturbaient jamais les conversations des clients. Elle portait l'uniforme impeccable, chemisier noir repassé à la perfection, jupe blanche jusqu'aux genoux, cheveux châtains rassemblés en chignon qui ne laissaient jamais s'échapper la moindre mèche. Mais c'étaient ces boucles d'oreilles qui captivaient vraiment l'attention. Or ancien travaillait à la main avec de petits rubis qui ressemblaient à des gouttes de sang cristallisées. Elle dansait délicatement à chacun de ses mouvements, reflétant la lumière chaude du restaurant. C'était son unique héritage de grand-mère Jeanne, la seule chose précieuse qu'elle possédait dans une vie faite de sacrifices et de rêves reportés. Grand-mère Jeanne était morte 5 ans auparavant, ne lui laissant que ses boucles d'oreilles et un appartement minuscule dans le quartier de Belleville. Elle lui avait dit de toujours les porter, qu'un jour elle comprendrait pourquoi elles étaient spéciales. Marguerite Dubois occupait la table numéro 7, comme chaque jeudi soir depuis 3 ans. 58 ans portés avec l'élégance de celle qui est née dans le luxe et n'a jamais connu le manque. Veuve depuis 10 ans, propriétaire de 3 hôtels de luxe entre Paris, Lyon et Nice. Ses cheveux blonds étaient rassemblés en chignon aristocratique qui ne tolérait aucune imperfection. Le tailleur beige Chanel coûtait plus qu'Isabelle ne gagnait en 6 mois. Et les perles autour de son cou avaient été héritées de génération en génération. Ce soir de novembre, tandis que la brune parisienne enveloppait la ville dans une étreinte grise, Isabelle s'approcha de la table de Marguerite avec le plateau d'argent en équilibre parfait. Le Bordeaux 2015 que Marguerite commandait toujours, servi dans le bon verre à la bonne température. C'était une routine qui se répétait depuis des années, un ballet silencieux entre serveuse et cliente. Mais quand Isabelle se pencha pour servir le vin, Marguerite leva les yeux de son téléphone portable et le monde s'arrêta. Ses boucles d'oreilles. Le cœur de Marguerite cessa de battre pendant un moment infini. Elle les reconnut immédiatement, comme si elle les avait vues hier au lieu d'il y a 15 ans. Elle les avait choisies personnellement chez Cartier Place Vendôme, avait dépensé une fortune pour le 16e anniversaire de sa fille. Elle se souvenait de chaque détail. Le vendeur qui les avait présentés sur un plateau de velours noir, le sourire de Camille quand elle les avait portés pour la première fois, la façon dont elles lui allaient parfaitement. Les mêmes boucles d'oreilles que Camille portait la nuit de l'accident, la nuit qui avait brisé la vie de Marguerite à jamais. La carte en cuir bordeaux glissa de ses mains manucurées et tomba au sol avec un bruit sourd qui sembla résonner dans tout le restaurant. Sa voix sortit comme un murmure brisé. Ces boucles d'oreilles appartenaient à ma fille. Isabelle la regarda avec confusion, remarquant comment la couleur avait disparu du visage de Marguerite. Les autres clients commencèrent à se retourner, attirés par le son reconnaissable de la souffrance humaine. Marguerite se leva si brusquement que la chaise de velours rouge bascula vers l'arrière. Ses jambes tremblaient, les yeux bleus se remplirent de larmes qu'elle n'avait pas versées depuis des années. Elle murmura le nom de sa fille comme une prière. Camille Dubois. Ma fille.
Elle est morte le 23 octobre 2009. Elle avait 16 ans. Isabelle sentit le plateau d'argent lui échapper des mains. Le monde commença à tourner autour d'elle. La réalité se fragmenta comme le cristal qui se brisait sur le sol de marbre. Sa grand-mère n'avait jamais parlé d'une Camille, n'avait jamais mentionné avoir travaillé pour une famille si riche. Marguerite s'approcha d'un pas chancelant. Elle demanda à la jeune fille comment s'appelait sa grand-mère. Quand Isabelle répondit que c'était Jeanne Lefebvre, Marguerite porta les deux mains à sa bouche, étouffant un sanglot qui attendait depuis trop longtemps. « Jeanne travaillait pour eux, dit-elle. Camille l'adorait plus qu'elle ne l'adorait, elle. » Le bureau de Marguerite au 20e étage de l'hôtel Dubois Impérial était bien plus qu'un simple lieu de travail. C'était un sanctuaire de douleur élégante, un musée privé, construit autour de la mémoire d'un enfant qui ne grandirait jamais. Les murs étaient revêtus d'acajou massif qui montaient jusqu'au plafond et des bibliothèques anciennes gardaient des volumes reliés en cuir que personne ne lisait plus. Mais c'était le mur est qui racontait la vraie histoire de cette pièce. Une section entière dédiée entièrement à Camille. Photos encadrées d'argent massif qui montraient chaque moment de sa courte vie. Camille enfant, soufflant les bougies de son 3e anniversaire, avec des boucles blondes qui tombaient sur ses épaules et des yeux bleus brillants de cette joie pure que seuls les enfants savent avoir. Camille à 8 ans serrant dans ses bras Miel, le Golden Retriever, qui avait été son compagnon de jeu le plus fidèle. Camille, adolescente, souriant timidement à l'appareil photo, déjà belle comme sa mère, mais avec cette douceur qui la rendait spéciale. Isabelle était assise rigidement au bord d'un fauteuil en cuir cognac, vieilli par le temps, encore en uniforme de travail. Les boucles d'oreilles pesaient maintenant sur elle comme des pierres de culpabilité. Chaque reflet lui rappelait qu'elle portait quelque chose qui ne lui appartenait pas, quelque chose qui portait le poids d'une tragédie qu'elle ne comprenait pas. Marguerite tenait entre ses mains un cadre d'argent massif, ses doigts caressant le verre, comme si elle pouvait encore toucher le visage de sa fille. Elle raconta que c'était Camille, le jour de son 16e anniversaire. Elle avait organisé une fête dans le jardin avec tous ses amis. Camille ne voulait pas, disait qu'elle était trop grande pour les fêtes d'anniversaire, mais Marguerite avait insisté. Elle voulait lui donner tout ce que le monde pouvait offrir. La photo montrait Camille radieuse devant un gâteau à 3 étages, entouré de ballons roses et dorés. Au cou brillaient exactement ces boucles d'oreilles qu'Isabelle portait maintenant. Elle expliqua qu'elle les avait achetées chez Cartier 3 semaines auparavant. Elles coûtaient plus de 5 000 €, mais voir le bonheur de sa fille n'avait pas de prix. Camille l'avait serrée si fort que Marguerite avait pensé qu'elle lui briserait les côtes. Marguerite marcha vers la baie vitrée panoramique qui dominait Paris. La ville s'étendait sous elle comme une mer de lumière dorée, la Seine qui serpentait comme un ruban lumineux dans la nuit. Mais Marguerite ne voyait que le passé, seulement les souvenirs qui la tourmentaient depuis 15 ans. Elle raconta que Jeanne avait travaillé pour leur famille pendant 20 ans. Elle était arrivée quand Camille n'avait que 3 ans. Son mari Philippe voyageait toujours pour affaires, et elle était trop jeune, trop effrayée pour être mère. Jeanne était devenue bien plus qu'une employée de maison. Elle était devenue la seconde mère de Camille, peut-être la meilleure des deux. La voix de Marguerite se fit plus douce, imprégnée de nostalgie. Jeanne savait toujours quoi dire quand Camille faisait des cauchemars. Elle savait comment la faire rire quand elle était triste. Elle savait préparer ces madeleines que seule Camille mangeait. Quand Camille commença le lycée, c'était Jeanne qui l'aidait avec ses devoirs de littérature, pas Marguerite. Marguerite était toujours trop occupée avec les hôtels, les affaires, avec tout, sauf sa fille. Isabelle demanda pourquoi sa grand-mère lui aurait donné ces boucles d'oreilles si elles appartenaient à Camille. Marguerite se retourna lentement. Ses yeux bleus brillaient maintenant de larmes retenues. Elle expliqua que quand Camille mourut, c'était Jeanne qui identifia le corps. Marguerite n'arriva même pas à entrer dans le funérarium. C'était Jeanne qui choisit la robe pour les funérailles. C'était elle qui lui peigna les cheveux une dernière fois. Et c'était elle qui dit à Marguerite que les boucles d'oreilles n'y étaient pas.
La pièce se remplit d'un silence lourd comme du plomb. Jeanne avait dit qu'elles avaient dû tomber dans l'accident, qu'elles étaient perdues à jamais. Elles avaient cherché partout, dans les débris de la voiture, sur l'asphalte, même dans les hôpitaux. Mais elles ne les avaient jamais trouvées. Isabelle suggéra que peut-être sa grand-mère les avait trouvées après. Mais Marguerite secoua la tête, une larme coulant sur sa joue. Elle pensait que Jeanne savait quelque chose, qu'elle ne savait pas. Quelque chose sur la mort de sa fille. La voix de Marguerite devint un murmure chargé de peur. Peut-être que la mort de Camille n'avait pas été l'accident de voiture que tout le monde avait cru. Et peut-être que Jeanne était la seule personne qui savait ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Dans l'appartement d'Isabelle à Belleville, les deux femmes fouillèrent parmi les souvenirs de la grand-mère. Isabelle trouva un journal en cuir marron caché au fond d'une boîte poussiéreuse, sous de vieilles photographies et des lettres jaunies par le temps. Les pages du journal racontaient une histoire terrible qu'aucune des deux n'avait jamais imaginée. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Camille avait découvert la vérité sur ses parents. Elle avait trouvé des documents cachés dans le bureau de Marguerite qui révélaient que Philippe Dubois n'était pas son père biologique. Elle avait découvert le secret que Marguerite avait caché pendant 16 ans. L'homme marié, la relation clandestine, la grossesse qui avait tout changé. Le journal de Jeanne révélait que Camille était devenue obsédée par l'idée de trouver son père biologique. Elle avait supplié Jeanne de l'aider, mais la femme lui avait conseillé d'attendre, de parler d'abord avec Marguerite. Mais Camille était têtue comme sa mère, et avait décidé que si Marguerite ne lui disait pas la vérité, elle la découvrirait elle-même. La page du 23 octobre 2009 brisa le cœur des deux femmes. Camille était sortie de la maison à 8 heures du soir, mentant à sa mère. Elle n'allait pas chez une amie étudier. Elle allait voir Henri Moreau, sénateur de la République, homme marié avec 3 enfants, son véritable père biologique. La dernière page du journal était la plus dévastatrice. Camille était morte le cœur brisé, cherchant un père qui l'avait rejetée avant même de la connaître. Jeanne avait pris les boucles d'oreilles du corps de Camille avant que Marguerite ne les voie, protégeant la mère d'une vérité encore plus douloureuse. Jeanne avait écrit qu'un jour, elle donnerait ses boucles d'oreilles à la bonne personne, à la personne qui saurait honorer la mémoire d'une jeune fille qui était morte en cherchant l'amour qui lui avait été refusé. Marguerite s'effondra en lisant ces mots. Le sénateur Moreau. Quand elle avait découvert la grossesse 16 ans auparavant, il lui avait offert de l'argent pour disparaître et ne jamais reconnaître l'enfant. Le château Moreau se dressait dans les collines de Versailles comme une forteresse de pierre grise, imposante et froide. Henri Moreau, 65 ans, les attendait à la porte avec un visage marqué par la peur d'une confrontation trop longtemps reportée. Dans le salon rempli de tableaux impressionnistes et de meubles d'époque, la vérité émergea comme une blessure ouverte qui n'avait jamais cessé de saigner. Moreau avoua que cette nuit-là, Camille était arrivée chez lui en pleurs, implorant reconnaissance et amour paternel. Mais il l'avait rejetée avec une cruauté qui le tourmentait depuis 15 ans. Il lui avait dit que sa mère était une menteuse, qu'elle avait tout inventé pour le faire chanter. Il l'avait chassée, terrorisé que sa femme découvre la vérité et que le scandale ruine sa carrière politique. Il raconta avoir vu le cœur de Camille se briser devant ses yeux, avoir entendu ses sanglots tandis qu'elle courait vers la voiture, avoir écouté le bruit des pneus qui crissaient sur l'asphalte tandis que la jeune fille s'enfuyait comme si elle fuyait l'enfer. D'un tiroir secret, il sortit une enveloppe jaunie, scellée et jamais ouverte. Camille la lui avait laissée avant de partir, mais il n'avait jamais eu le courage de la lire. Marguerite ouvrit la lettre d'une main tremblante. Les mots de Camille parlaient de pardon et de compréhension. Elle disait ne pas être en colère contre sa mère d'avoir caché la vérité. Et elle avait un dernier souhait, que ses boucles d'oreilles aillent à une jeune fille qui travaillait dans un petit restaurant, une qui avait les mêmes yeux tristes qu'elle. La lettre révéla le mystère final. Camille avait vu Isabelle dans le petit restaurant où elle travaillait, avant l'Étoile d'Or, et s'était reconnue dans cette solitude.
Elle avait demandé à Jeanne de prendre soin de cette jeune fille si quelque chose lui arrivait. Au cimetière du Père-Lachaise, devant la tombe de Jeanne Lefebvre, la bruine enveloppait tout comme une étreinte. La pierre tombale portait une inscription qui prenait maintenant un sens complètement nouveau. Gardienne de secrets, protectrice d'âmes innocentes. Isabelle trouva d'autres pages du journal cachées dans la doublure du manteau de sa grand-mère. Les mots révélèrent un plan orchestré, avec une précision chirurgicale, tissé avec l'amour d'une grand-mère qui avait vu deux âmes brisées et avait décidé de les réunir. Jeanne avait observé Isabelle pendant des années avant la mort de Camille. Une jeune fille orpheline, seule, qui travaillait pour financer ses études. Elle avait vu en elle la même solitude qui tourmentait Camille, les mêmes yeux qui cherchaient amour et appartenance. Le journal racontait comment Jeanne avait arrangé qu'Isabelle soit embauchée à l'Étoile d'Or, 3 ans après sa mort. Comment elle avait tout orchestré pour que Marguerite y dîne chaque jeudi soir. Comment elle avait préparé chaque détail pour cette rencontre qui changerait tout. La dernière page du journal révéla la vérité finale. Jeanne avait compris que les boucles d'oreilles de Camille devaient aller à Isabelle non seulement parce qu'elle avait besoin de beauté dans sa vie, mais parce qu'elle était la seule personne qui pouvait aider Marguerite à guérir de la douleur qui la tuait lentement. Le plan était parfait dans sa simplicité. Camille était morte en cherchant l'amour d'un père. Isabelle était vivante, cherchant l'amour d'une famille. La douleur pouvait se transformer en amour si elle trouvait les bonnes personnes. Une lettre finale était adressée directement à Isabelle. Jeanne lui expliquait quel était le cadeau que Camille avait laissé à sa mère et que Marguerite était la famille que Camille lui avait laissée. Marguerite pleura pour la première fois en 15 ans, serrant Isabelle dans ses bras. Deux âmes brisées qui se reconstituaient ensemble, guidées par l'amour d'une grand-mère qui avait vu au-delà de la mort. 2 ans plus tard, Paris avait été témoin d'une transformation que personne n'aurait pu prévoir. L'hôtel Dubois Impérial, qui autrefois ne résonnait que des pas silencieux de la solitude de Marguerite, pulsait maintenant d'une vie nouvelle. Au 20e étage, le bureau qui avait été un mausolée de souvenirs douloureux était devenu le cœur battant de quelque chose de merveilleux. Isabelle Moreau-Dubois était assise derrière le bureau d'Acajou comme directrice générale. Elle portait un tailleur bleu marine sur mesure, les cheveux rassemblés en chignon professionnel, qui parlait d'autorité, gagnée par le sacrifice et le dévouement. Au cou, brillaient toujours les boucles d'oreilles de Camille, mais elles n'étaient plus des symboles de douleur. Elles étaient devenues des amulettes d'espoir, des ponts entre le passé et l'avenir. Marguerite occupait le fauteuil en face, complètement transformée. Son visage, autrefois marqué par 15 années de deuil inconsolable, rayonnait maintenant d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur. Ses yeux bleus brillaient de cette joie de vivre qu'elle avait cru perdue à jamais. Ensemble, elles avaient créé la Fondation Camille Dubois qui avait grandi au-delà de toute espérance. Elle avait des sièges dans 3 villes, employait 60 personnes et avait déjà aidé plus de 200 jeunes orphelins à trouver du travail et surtout une famille. Un jour, Henri Moreau se présenta dans leur bureau. C'était un homme complètement transformé. Les cheveux étaient devenus complètement blancs, le visage plus maigre et marqué par des rides qui parlaient de nuits blanches et de remords profonds. Mais dans ses yeux, il y avait une paix qui n'avait jamais été là auparavant. Il raconta avoir divorcé de sa femme, avoir avoué la vérité à ses enfants et à la presse. Il avait tout perdu, le château, la carrière politique, les amis, le respect. Mais pour la première fois en 20 ans, il arrivait à dormir sans rêver du visage de Camille, qui pleurait. Il fit don de tout ce qui lui restait à la Fondation. 2 appartements à Paris, quelques investissements, les comptes bancaires qu'il avait réussi à sauver. Il voulait honorer Camille, après l'avoir rejetée de son vivant. Puis, il demanda à Isabelle si elle voulait qu'il l'accompagne à l'hôtel pour son mariage avec Alexandre. Pour la première fois de sa vie, Isabelle aurait quelqu'un qui la regarderait avec fierté paternelle, tandis qu'elle marcherait vers son avenir. Marguerite les serra tous les deux dans ses bras, créant un cercle de rédemption
qu'aucun des trois n'aurait pensé possible. Le mariage fut célébré dans le jardin de l'hôtel Dubois Impérial, transformé en cathédrale à ciel ouvert. Isabelle marchait vers l'autel accompagnée par Henri, tandis que Marguerite était sa témoin, élégantissime dans une robe couleur champagne. Pendant les vœux, Isabelle continua à toucher les boucles d'oreilles, partageant ce moment de bonheur parfait avec Camille, qui avait rendu tout cela possible même après la mort. Sur la tombe de Jeanne Lefebvre apparut une petite plaque de marbre. Merci d'avoir su que l'amour trouve toujours le chemin de la maison, même quand il semble perdu à jamais. Dans le toast final, Henri se leva et dit des mots qu'aucun des invités n'oublia jamais. Camille était morte à 16 ans en cherchant un père, mais à 65 ans, elle lui avait enfin appris comment en devenir un. Cette nuit-là, sous les étoiles de Paris, Isabelle murmura un remerciement à Camille et à grand-mère Jeanne. L'amour ne se mesure pas à la durée, mais à l'intensité. Et ce qu'elles avaient partagé durerait pour toujours. Si cette histoire t'a fait verser au moins une larme, si tu as senti ton cœur se serrer en pensant à Isabelle qui trouve enfin une famille, alors tu dois voir la prochaine vidéo. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, tu découvriras ce qui se passe quand Marguerite reçoit une lettre mystérieuse qui va tout changer encore une fois. Une lettre qui vient du passé et qui révèle un secret que même grand-mère Jeanne ne connaissait pas. Clique sur la prochaine vidéo maintenant. N'attends pas une seconde, parce que ce que tu vas découvrir va te laisser sans voix. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche, parce que chaque semaine, nous publions des histoires qui te feront croire à nouveau en l'amour, au destin et à la beauté de l'être humain. Metz, un like si tu as pleuré, partage si tu crois que chaque objet a une âme, et commente en nous racontant quel est l'objet qui a le plus de signification pour toi. La prochaine vidéo t'attend. Ne la fais pas attendre. Clique maintenant.